auteurs. Elles sont très corporate, elles sont venues leur livre à la main. Alors il y a un troisième auteur, je ne sais pas si on peut diffuser tout de suite en régie la slide de votre livre, et je ne sais pas si ça va se voir bien comme il faut, mais vous êtes les auteurs d'un livre qui s'appelle L'économie qu'on aime, aux éditions Rue de l'Échiquier. Il y a aussi un garçon, mais je ne l'ai pas invité parce que personnellement je préférais vous avoir vous. Voilà. C'est un livre qui est disponible là-haut. Tous les auteurs de la journée ont écrit un certain nombre de livres qui sont disponibles là-haut. Donc voilà, ce sera l'occasion d'aller échanger et discuter plus tard. C'est un livre qui n'est pas, non mais je l'ai lu, merci, qui n'a pas paru pendant les 30 Glorieuses, mais qui a paru en pleine crise et pourtant qui explique qu'en France, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, on peut beaucoup relocaliser, on peut créer d'emplois et refaire repartir une autre croissance. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas folle, vous avez fait l'ESSEC, a priori vous avez eu un certain nombre de cours d'économie et pourtant vous nous dites que c'est largement possible, mais peut-être pas avec ce qu'on vous a enseigné à l'ESSEC. Sophie, pourquoi ce livre ? Nous, on s'est rendu compte, je pense comme vous tous, qu'au quotidien, finalement, dans un contexte de crise, on a bien l'impression que c'est tout le temps les mêmes solutions et les mêmes recettes qui sont avancées par les médias, par les professeurs dans les écoles. Et que finalement, dans un contexte de concurrence mondiale, d'intéressé à des initiatives, des entrepreneurs qui n'attendent pas le retour de la croissance pour recréer de l'emploi, qui font de la coopération et non pas de la concurrence. Et depuis maintenant 10 ans, toutes les deux, avec Romain notamment, qui est le troisième auteur, nous agissons aux côtés de ces entrepreneurs dans les territoires qui, chaque jour, transforment la fatalité pour agir et recréer de l'emploi. Alors pourquoi ce livre, du coup ? Ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, au-delà des initiatives éparses et toutes ces initiatives dont vous allez entendre parler notamment aujourd'hui, c'est que nous sommes conscients et nous sommes convaincus qu'il existe aujourd'hui un mouvement dans l'économie, un mouvement souterrain dont on parle peu dans les médias, hormis aujourd'hui, qui est un potentiel de transformation globale de l'économie. Et donc, dépositaire de cette nouvelle vision et de ces convictions, on a voulu les transmettre. Alors pourquoi ce livre ? Ce livre, vraiment, il a vocation à faire réfléchir tous différemment, ouvrir de nouvelles perspectives, avoir de nouvelles lunettes pour voir l'économie. Mais plus que ça, dans ce contexte aujourd'hui, on est convaincu que l'urgence, elle est celle de l'action. Savoir comment agir dans ce contexte de crise. Donc on a voulu que ce livre ne soit pas un livre avec une nouvelle idéologie, une nouvelle incantation pour un système meilleur, mais qui donne des pratiques à tous pour agir. Vous, élus, dirigeants d'entreprise, entrepreneurs ou même citoyens, vous donnez des pistes pour demain être l'acteur de cette économie qu'on aime. Parce qu'on est convaincus, et je pense que ce forum en est vraiment le reflet, que le changement il passe par les personnes. Et on a voulu donner à chacun ce pouvoir d'action à travers ce livre. Alors effectivement, on ne va pas être dans l'incantation, on va expliquer ce qu'il y a dans votre livre et les méthodes que vous mettez en avant. Peut-être s'attarder 2 secondes avec Amandine sur le comment vous avez fait ce livre, puisqu'effectivement, ce n'est pas de l'incantation, ce n'est pas du laboratoire, vous êtes rendu sur place, et sur place, ça tombe bien, mais c'est aussi pour ça que vous êtes ici, c'est dans la région, parce que ce livre, c'est d'abord la rencontre avec un entrepreneur qui s'appelle Christophe Chevalier. Tout à fait. Le déclencheur de ce travail sur l'économie qu'on aime, ça a été une rencontre, comme souvent. Une rencontre avec un entrepreneur, Christophe Chevalier, qui est donc le PDG du groupe Archer, qui est situé dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, et qui a réussi le pari de la relocalisation dans un territoire qui était particulièrement sinistré. On a fait cette rencontre forte, donc avec un homme, un projet, une entreprise sur un territoire, 1200 salariés, 15 pôles d'activité, enfin un pari qui a été vraiment relevé avec une incroyable audace sur le territoire. Et on s'est dit, ça fait 10 ans qu'on rencontre des entrepreneurs de cette trempe, qu'on voit sur les territoires des projets qui changent la donne. Comment faire pour mieux partager, ce que nous on a la chance de connaître, qui nous donne de l'espoir, qui nous donne de l'énergie et qui nous permet de transmettre. Comment faire pour mieux le partager? Donc comme tu l'as dit Vincent, on s'est immergé, on est allé passer du temps au sein du groupe Archer, on a passé du temps avec les salariés, avec les élus du territoire, les partenaires, les différents acteurs qui travaillent ensemble au développement de ce territoire. On s'est immergé à plusieurs reprises, on a observé aussi les méthodes de travail pour identifier des pratiques et se dire finalement qu'est-ce qui fait le succès de cette aventure
Qu'est-ce qui finalement fait que tout ça fonctionne en passant du temps, en échangeant beaucoup avec Christophe Chevalier et en essayant de trouver quels étaient les ressorts de ces pratiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris conscience, au contact de ces acteurs, sur ce territoire, que ce qui se jouait là avait une portée profonde de transformation de l'économie. C'est-à-dire que ce qui se passe dans cet écosystème-là à Romans-sur-Isère, finalement, et entre en résonance avec d'autres pratiques et d'autres expériences sur les territoires, d'autres initiatives qu'on est allé rencontrer également. Donc on est allé voir des initiatives aussi variées que l'entreprise Bosch, que les forges de l'Ailleul, que Juraterie dans le Jura, dans un secteur de recyclage, une vingtaine d'initiatives qui sont profondément inspirées par les mêmes principes d'action, Sophie l'a dit, la création d'emplois, l'appui sur les savoir-faire du territoire, en se disant, mais finalement, ces modèles, ils montrent qu'il y a ce potentiel de généralisation d'une économie qu'on aime, qui est déjà en marche, qui n'est pas de l'incantation, qui est déjà de l'expérience pratique. Donc concrètement, on a écrit ce livre à 6 mains, à 3 auteurs, déjà dans une démarche collective, en se disant, ben voilà, en croisant les regards et en se disant quelle est la force politique de ces expériences, qu'est-ce que ça nous dit sur les idées reçues en économie et comment est-ce qu'on peut les prendre à rebrousse-poil, comment on peut montrer qu'elles sont démenties par la pratique. On a beaucoup échangé avec Christophe Chevalier, évidemment on s'est inscrit dans une filiation d'auteurs qu'on aime, qui nous inspirent, mais aussi on a fait un travail plus collectif en demandant à des économistes, des philosophes, des entrepreneurs, des élus, de relire ce travail, de nous dire ce que ça leur évoquait, pour déjà lui donner son plein potentiel et une force d'inspiration pour les acteurs de l'économie. Alors votre livre se lit assez vite pour les gens qui, comme moi, ont la chance d'avoir du temps pour lire, mais comme je sais que certains entrepreneurs sont pressés, qui ne le liront pas forcément, peut-être qu'ils repartent d'ici avec une synthèse, un pitch de ce qui se passe pour qu'ils puissent aller en parler ailleurs. Premièrement, ce qui est très important dans votre livre, c'est qu'on dit le Made in France, mais la relocalisation, c'est possible, et pas seulement pour les marinières. Christophe Archer, c'est des chaussures. On a relancé un certain nombre d'autres choses. Sophie, donc on peut reproduire en France, ça c'est possible et ça ne coûte pas plus cher. Exactement. Et là, c'est important de le dire. C'est vrai qu'on a l'impression finalement qu'il y a une fatalité aux délocalisations, que dans cette économie mondialisée, pour réduire les coûts, on délocalise. Et ce que nous, on a constaté, c'est que finalement, il y a une véritable rationalité économique à la relocalisation dans certains cas. Et on a pu le constater clairement. Un certain nombre de dirigeants d'entreprises ont délocalisé et aujourd'hui relocalisent, notamment parce qu'il y a une question qui est celle du coût global, qui est globalement peu maîtrisé ou mal maîtrisé par un certain nombre de dirigeants. Exemple à l'appui, Ford, on parle de Ford qui était en Tunisie, qui avait un sous-traitant de premier rang en Tunisie pour ses essuie-glaces et qui, dans les années 2000, s'est dit, voilà, avec un taux de défection qui ne pouvait pas être supérieur à 6 pièces sur 1 million, finalement, cette expérience n'était pas satisfaisante et qu'avec des coûts de transport qui deviennent de plus en plus importants, voilà, un éloignement qui fait que les décisions, quand le changement de produit se fait, sont plus compliquées. Et au total, ils y perdaient. Et ils ont relocalisé cette production, créé un atelier avec 20 personnes aujourd'hui qui travaillent, moitié personnes handicapées, moitié personnes qui ont été au chômage de très longue durée, à Romans. Et tout ça, c'est rationnel économiquement. Pris isolément, ça coûte 7 fois plus cher de monter cet atelier à Romans-sur-Isère, mais globalement, ils y gagnent si on prend en compte l'ensemble du coût global, à savoir les transports et aussi voilà, la qualité de ce travail en proximité. Donc ces exemples nous prouvent, et ils ne sont pas isolés, Rossignol, Rhône-Alpes, 60 000 paires de skis qui ont été relocalisées aujourd'hui dans la région près de Salanches, et ils sont extrêmement satisfaits, ils vont relocaliser un certain nombre de productions supplémentaires. Pourquoi ça marche? Aussi parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement dans l'économie qui est que les consommateurs, à 86%, une étude récente l'a prouvé, s'intéressent à la provenance des produits. Le Made in France, c'est vraiment un atout de plus en plus. Et en plus de ça, on a constaté que ces entrepreneurs, et là on rejoint vraiment les propos qui ont été tenus par ces acteurs d'Osons la France, misent sur les potentiels du territoire. Et que parfois, il y a des Mozart qui sont là, il y a des pépites à côté de chez vous, qu'on laisse dormir, qui sont aujourd'hui au chômage, qui sont peut-être même à la retraite, et on perd ces savoir-faire. Et là, l'exemple aussi de la relance de la chaussure à Romans est particulièrement exemplaire. Jamais Christophe Chevalier n'aurait réussi à relancer la chaussure s'il n'avait pas misé sur ces piqueuses aujourd'hui à la retraite, sur ces tanneurs qui étaient au chômage depuis longtemps. Mais finalement, personne ne s'était reposé la question de relancer la chaussure.
alors qu'ils étaient là, les savoir-faire. Et aujourd'hui, là aussi, c'est un atelier d'une vingtaine de personnes qui remarche. Donc, sortons des discussions et de la vision unilatérale qui est uniquement basée sur les choix court-termistes basés sur les coûts de production, pour ouvrir de nouvelles perspectives et partir des capacités des territoires dans lesquels nous sommes. Ça donne envie de le lire. Alors, du coup, peut-être que finalement ils vont s'y mettre. Dans l'actualité politique récente, on a beaucoup parlé du mariage pour tous, ce qui est très sympa, ce qui concernait quelques centaines de milliers de personnes. En revanche, il y a 3 à 4 millions de personnes au chômage, et on se dit que des emplois pour tous serait sans doute une réforme très nécessaire, et votre livre tend à prouver que c'est aussi possible. Alors là aussi, on bat en brèche une idée reçue, celle qu'il faut attendre le retour de la croissance pour finalement lutter contre le chômage, créer de l'emploi ou maintenir les emplois. Dans les différentes initiatives qu'on a étudiées, petites entreprises, plus grandes entreprises, ce qui est très frappant, c'est que des entrepreneurs qui osent, on l'a vu ce matin, c'était extrêmement inspirant d'entendre Florence Poivet l'affirmer très fortement, qui osent faire confiance, qui osent créer de l'emploi. On a vu, nous, sur les territoires, on l'a vu, Archer, avec la chaussure, ne s'interdit rien pour créer de l'emploi, on l'a dit, 15 pôles d'activités différents qui vont de la fibre optique à une filière bio, à du transport de personnes ou encore à de la sous-traitance automobile. Donc on est vraiment sur des activités extrêmement variées. À chaque fois, ce sont des opportunités économiques, des savoir-faire qui déclenchent la création d'emplois, la création d'activités en se disant c'est la priorité. L'emploi est la priorité, la remise à l'emploi des personnes est une priorité. D'autres initiatives extrêmement fortes sur cette question de l'emploi. On a un exemple en Languedoc-Roussillon, l'exemple de Réplique. Réplique qui est une structure qui s'est fixée comme objectif de répondre aux besoins sociaux du territoire en créant des entreprises qui créent de l'emploi et qui en plus intègrent des personnes qui ont été éloignées de l'emploi pendant longtemps. Donc Réplique, très concrètement, existe depuis quelques années, a déjà créé 70 emplois en misant sur la création d'un traiteur utilisant des produits locaux frais pour satisfaire la demande locale, de la mobilité douce, une société également de transport pour répondre à chaque fois aux besoins locaux. Donc, saisir les opportunités économiques en se disant « je veux créer de l'emploi », c'est possible et c'est à l'œuvre aujourd'hui en France. On ne parle pas d'initiatives qui datent d'il y a quelques années. On peut créer de l'emploi, mais on peut aussi tout mettre en œuvre pour le maintenir, cet emploi. On l'a vu, il y a des départs à la retraite, il y a des menaces de délocalisation, de faillite. Finalement, sur les territoires, on sait les uns et les autres les risques qui sont pris par les entreprises. On peut se mobiliser pour se dire ne laissons pas cette entreprise fermer. Il y a une structure et une initiative assez emblématique, c'est l'initiative de Seralep, qui est à Saint-Vallier dans la Drôme, qui est une structure qui produit des isolateurs électriques en porcelaine qui sont utilisés pour la construction de TGV, de lignes à haute tension. Un fonds de pension américain avait décidé la liquidation judiciaire de l'entreprise pour des raisons de calcul de rentabilité. Les salariés se sont mobilisés en disant « Attendez, on a un savoir-faire fort, il y a une demande, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour maintenir notre entreprise ?» Ils ont réussi à maintenir l'entreprise et à préserver les emplois. Donc là aussi, on est dans un exemple extrêmement fort de possibilité concrète de maintenir l'emploi. Autre exemple extrêmement fort, là on va dans le Nord-Pas-de-Calais avec le groupe Altereos qui là qui a employé 500 personnes dans le nord de la France dans une activité de conditionnement et qui a été confronté à une crise majeure en 2005 puisque ses principaux clients qui étaient la Redoute 3 Suisse avaient décidé d'internaliser l'activité de conditionnement qui était l'activité principale de l'entreprise. N'importe quel chef d'entreprise, en écoutant justement les dogmes habituels de l'économie, se serait dit ma variable finalement c'est la masse salariale, il faut que je licencie, il faut que j'arrive à sauver peut-être l'entreprise, voire à la fermer. Lui il s'est dit ma raison d'être principale, c'est l'emploi des personnes. Comment est-ce que je fais pour que mes 500 salariés ils soient toujours en emploi l'année prochaine et dans les 10 ans qui viennent? Et donc il a mis en œuvre il a relevé un défi incroyable avec une audace qui nous étonne encore, mais qui a été un pari réussi. Il a reconverti l'ensemble de ses salariés dans une activité où il y avait une forte demande, celle de la dématérialisation de documents et de la relation client. Et il a réussi à accompagner la reconversion de ses salariés à travers un plan de formation ambitieux et un travail de proximité avec un partenaire majeur, un client qui était Orange en l'occurrence. Petit détail qui n'en est pas un, cette entreprise Altereos emploie une grande majorité de personnes handicapées. On a vu ce matin, la fragilité peut être une force. Et donc, la raison d'être de ce groupe qui était maintenir dans l'emploi ces personnes handicapées
a aussi permis de dire, des personnes handicapées, on pourrait se dire, voilà, accompagner une reconversion, c'est plus difficile, comme d'aller jusqu'au Kilimandjaro. Finalement, ça a été possible, il a réussi à les accompagner et ces personnes sont toujours en poste aujourd'hui. Donc là aussi, ça nous montre que finalement, on peut recréer de l'emploi, maintenir l'emploi, là où le défi semble difficile à relever. Alors mesdames, vous êtes passionnées et passionnantes, mais évidemment quand on est passionnant, ça déborde un petit peu. Donc je vais vraiment vous demander un mot chacune pour conclure. Sophie sur la nouvelle vision de l'entreprise et Amandine sur ce qu'on peut mettre en place concrètement. Alors en un mot, je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute les médias, quand on écoute l'actualité, on a une vision qui est extrêmement étriquée de l'entrepreneur. On imagine que c'est une personne qui est uniquement mue par l'appât du gain, dans les classements, on le mesure à sa fortune. Et en fait, finalement, nous, ce qu'on a constaté, et je pense qu'aujourd'hui, toute cette journée, elle est là pour qu'on constate tous ensemble, qu'il y a une formidable diversité et que finalement, l'entreprise avec un grand E, elle n'existe pas. Et qu'on est tous appelés à l'imaginer et à agir. Et que nous, ce qu'on a pu vraiment sentir et ce qu'on a senti depuis le début de cette matinée, que ce qui compte fondamentalement, c'est la vision de l'entrepreneur. C'est comment il se réapproprie cet acte d'entreprendre au service de ses objectifs, de ses valeurs. Et là, ça ouvre un possible incroyable et qu'on pense profondément qu'il y a une puissance extraordinaire et une place à prendre par l'entrepreneur dans la société pour aujourd'hui changer fondamentalement la manière de fonctionner et aujourd'hui jouer un rôle social beaucoup plus fort que celui qu'on imagine. En conclusion, vous avez osé être là aujourd'hui, vous avez osé dans vos vies, dans vos entreprises, dans vos engagements. Tous ces entrepreneurs, ces élus, ces citoyens, ces salariés qu'on a rencontrés, ils ont eu cette audace également. Ils sont à l'image de cette journée qui nous enthousiasme et qui résonne extrêmement fort avec l'économie qu'on aime. Ils ont osé s'engager et ils ont osé s'engager ensemble. Ce qui nous a frappé, c'est que finalement, ces acteurs sortent de l'isolement en travaillant avec des pouvoirs publics, avec des PME locales, avec des grands groupes, avec des citoyens, en se disant on peut arriver à faire ensemble ce qu'on n'arriverait pas à faire seul ou de manière isolée. Osons ensemble, c'est notre appel. Donc l'économie qu'on aime, c'est ce mouvement qui a déjà mobilisé beaucoup de personnes. On voulait vous transmettre ça. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Merci les filles, à tout à l'heure.